les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Alors, je suis François Boucard. Je m'occupe du Carré d'Art, qui est une galerie de photographie à Chartres de Bretagne. Donc, c'est une galerie municipale dans laquelle je travaille depuis 26 ans. J'ai fait une fac d'histoire, histoire et sciences sociales, et jusqu'à ma 4e année. Et j'ai profité d'un dispositif qui existait à l'époque, qui s'appelait les emplois jeunes, qui étaient des contrats aidés de droit privé pour des nouvelles activités, un travail qui n'existait pas. Et la mairie de Chartres de Bretagne a créé ce poste. Alors, la galerie existait, mais en un an, 6 mois avant, ils ont choisi, la municipalité a décidé d'en faire un lieu de photographie. Et ils ont créé d'abord un poste de conseiller artistique pour faire la programmation, puis un poste de responsable permanent. Et c'était le mien, c'était celui que j'ai choisi. Voilà. Et j'y suis encore, j'y suis toujours. Et donc moi je suis Lilian Froger, directeur de l'imagerie, centre d'art à Lannion, depuis à peu près 3 ans maintenant. Au départ j'ai une formation en histoire de l'art, commencé à Lille, à Paris, et j'ai terminé à Rennes 2 avec une thèse qui portait sur le livre de photographie au Japon. Et j'ai d'abord eu un parcours dans la recherche, donc notamment aux archives de la critique d'art à Rennes, dans l'enseignement à Rennes et puis en école d'art. Et j'ai pris un poste en 2018 au musée d'art et d'archéologie d'Aurillac pour prendre en charge en fait la collection de photographie contemporaine. Donc là aussi c'était un travail de pas spécialement d'inventaire, mais en tout cas de recherche pour mieux connaître la collection, mieux identifier les œuvres et les artistes qui la composaient. Et après un peu plus de 2 ans au musée à Aurillac, j'ai pris mes fonctions à l'imagerie à Lannion. Alors mon rapport à la photographie, il est d'abord filial, puisque mon père faisait beaucoup de photographie. Donc et puis du coup j'ai pratiqué la photographie pendant pas mal d'années quand j'étais tout jeune, puis un peu ado, puis jeune adulte. Et j'ai même eu pendant quelques temps j'ai fait le vœu de devenir photographe, et puis en fait non. J'étais pas bon photographe. Et puis j'ai rencontré un photographe quand j'avais 20, c'était au lycée. Un personnel du lycée qui s'appelait Claude Carret, qui est photographe en Bretagne, près de Rennes, travaillait dans ce lycée. Et je savais qu'il faisait de la photo, et puis en fait qu'il était très très bon photographe. Et ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup orienté, accompagné, conseillé, et pour le coup il a été vraiment une personne qui a beaucoup compté dans mon passif autour de la photographie. Et il se trouve d'ailleurs que Claude a été le premier conseiller artistique du Carré d'Art. Donc on a commencé quasiment ensemble au même endroit. Voilà, c'était un bon début d'histoire en tout cas. Pour ma part, il n'y a pas vraiment une tradition de la photographie dans la famille. Mon père avait acheté un appareil photo à peu près au moment de ma naissance. Donc, je pense que l'idée d'accompagner par l'image le fait que je grandisse, etc. Bon, il a vite laissé tomber. Il devait y avoir des albums jusqu'à ce que j'ai 2-3 ans à peu près. C'est venu beaucoup plus tard en fait, mais un peu comme toi François, au moment du lycée, où il y avait un photoclub au lycée. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des photos, à apprendre à faire des tirages, à passer du temps en laboratoire. Et j'ai finalement assez peu poursuivi après cette question de la pratique. Et c'est devenu un intérêt plutôt théorique à la fac en fait. Où à Lille 3, j'avais la chance à l'époque d'avoir un cours d'histoire de la photo, ce qui n'était pas très répandu à l'époque en France. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à découvrir déjà les débuts de la photo. Donc au départ, c'est plutôt un intérêt pour la photographie ancienne.
Ensuite, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai justement travaillé sur les procédés anciens au Japon et sur la façon dont ces procédés sont arrivés depuis l'Occident jusqu'au Japon et comment ça s'est développé dans le pays au 19e siècle. Donc au départ, c'est plutôt un intérêt technique, même sans le pratiquer moi-même. Et après, au fur et à mesure, ça s'est diversifié sur des questions plus contemporaines. Mais au départ, c'est vraiment cette question de la technique et de la photographie ancienne qui m'a amené vers le médium. D'être responsable d'une galerie publique en l'occurrence, ça a jamais été un choix. Enfin, j'ai d'abord été un responsable permanent dans le sens où j'étais le seul personnel permanent au Carré d'Art. Néanmoins, comme j'étais en permanence là, ça s'est presque fait tout seul. Au départ de Delphine Dauphine et Marc Loyon, qui constituait la dernière direction artistique au Carré d'Art, je me suis senti à peu près légitime pour faire la programmation en plus du reste, puisque j'ai à la fois une mission de médiateur, de régisseur, de responsable administratif, et de faire en plus la programmation. Et je travaille désormais avec une collègue. Elle m'aide surtout sur les projets de scénographie et de commissariat d'exposition, parce que je pourrais pas tout faire tout seul. Et donc ça s'est fait presque naturellement. Pour ma part, c'est d'abord par le biais de la programmation, où en fait je faisais déjà des expositions de manière indépendante. C'était l'occasion de pouvoir gérer une programmation d'exposition là sur le long terme, à l'année, sur un lieu. Et c'est assez grisant aussi à la fois de pouvoir développer une programmation qui va s'enrichir d'exposition en exposition, d'année en année, et d'impulser quelque chose de global en fait, qui concerne pas que les expositions, mais aussi toutes les activités menées avec le public, menées sur le territoire, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le centre d'art, mais on fait aussi beaucoup de choses dans les communes alentours, avec des publics qui peuvent pas forcément se déplacer au centre d'art. Donc c'est aussi travailler avec des publics et donner aussi une impulsion artistique et culturelle en fait à l'échelle vraiment d'une commune, d'une agglomération qui dépasse en fait largement les murs du centre d'art. Et c'était ça aussi moi qui m'intéressait beaucoup, c'était de réfléchir à un projet qui se développe dans le temps et qui se développe aussi à partir d'un point, mais géographiquement qui s'étend en fait de manière beaucoup plus large. Alors le Carré d'Art, il a une particularité qui est finalement assez rare en France. C'est une galerie publique qui est municipale. C'est donc, comme je disais précédemment, c'est un service culturel municipal, donc dirigé, on va dire, en dernière instance par les élus. Donc c'est un vrai engagement politique, on peut le dire. Donc ça, c'est une particularité. Et puis, comme beaucoup de lieux, là par contre, c'est vraiment pas une particularité. On a quand même trois axes, peut-être un peu plus, mais en tout cas trois axes principaux sur lesquels qui dirigent nos activités. Ce sont des expositions. C'est un service éducatif avec un programme d'éducation à l'image. Et puis le soutien aux artistes à travers une résidence annuelle, et que vient conclure une exposition et la publication d'un livre. Puis après, il y a beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est les trois directions vers lesquelles on va. Et une autre spécificité du Carré d'Art, c'est qu'il se trouve au sein d'un espace culturel qui s'appelle le Centre culturel Pôle Sud, qui réunit une salle de spectacle de 300 places, une médiathèque, qui a d'ailleurs développé un fonds thématique de livres de photographie en lien avec les activités du Carré d'Art, et puis des ateliers de pratique artistique amateurs, enfants, ados, en théâtre et arts plastiques. Et le Carré d'Art vient parachever cet espace pluridisciplinaire de 4 entités qui travaillent ensemble ponctuellement avec cette richesse d'activités, mais qui du coup drainent des publics différents qui se croisent. L'imagerie,
en fait, elle prend sa source dans un festival de photographie qui s'appelait, à sa création en 78, le Festival international de photographie du Trégor. Donc un festival qui avait lieu tous les étés. Et à partir de 1984, la structure qui s'occupait du festival obtient de la mairie de Lannion un lieu permanent pour exposer toujours des photographes, mais toute l'année, donc pas exclusivement sur la période de l'été. Donc l'imagerie, elle naît en tant que telle, avec ce nom-là, en 1984. Et dès le départ, l'équipe en place, qui est une équipe exclusivement bénévole, décide, en marge des expositions, de constituer au fur et à mesure une collection. Donc avec 1 ou 2 tirages en règle générale qui étaient achetés à la fin de chacune des expositions, un peu pour garder une trace de tout l'historique, de tous les artistes qui ont pu passer par la galerie. Et donc à partir de 1996, la galerie obtient son premier salarié, qui se trouvait Jean-François Rospa, qui est resté pendant à peu près 25 ans à animer et à diriger le lieu. Et donc c'est au départ un festival avec uniquement des expositions, la collection qui arrive aussi rapidement, et au fur et à mesure la création de ce qui s'appelait pas encore comme ça, mais on va dire un service des publics, avec des projets de médiation, des projets d'ateliers. Il y avait un laboratoire pour pouvoir développer des photos, donc il y a eu dans les années 90 et 2000, beaucoup d'ateliers avec les enfants aussi, de découverte de la photographie, découverte de comment on tire une image. Et un programme de résidence qui, lui aussi, est arrivé là sur le tard, on va dire, au tout début des années 2020. Et qui sont un peu les 4 grands piliers de l'imagerie. Donc la programmation des expos, la collection, la médiation et les résidences. La programmation du Carré d'Art se réalise, se constitue au fur et à mesure des années, des rencontres. On essaye d'avoir bien sûr de la diversité dans les approches, dans les écritures photographiques. Il n'y a pas un jour où je vais dire tiens je vais faire ma programmation aujourd'hui et voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'on voit tous les deux, tous les trois, beaucoup de travaux tout au long de l'année, des choses qui se concrétisent sur plusieurs années en fait, qui viennent aboutir, qui viennent avec un esprit de finitude, on va dire, à un moment. Qui est 2 ans avant, c'est pas le bon moment, 2 ans plus tard, c'est pas le bon moment. Donc voilà, faut parfois attendre le bon moment. Donc c'est pas simple. Il faut être patient. Parfois, il faut être patient. C'est-à-dire que si ça se fait pas tout de suite, ça se fera peut-être plus tard ou pas. Après voilà, on voit beaucoup d'expos, on voit beaucoup de livres. Moi, je crois que le livre peut aussi être un très bon support pour découvrir au moins des travaux. Il y a des coups de cœur, mais pas que. C'est très arbitraire en fait. C'est très arbitraire. Et le libre arbitre, parfois, c'est dur à justifier. Oui, la programmation, c'est quelque chose qui se construit de manière assez empirique. Et qui se construit aussi avec le temps. Il y a des temporalités qui sont très différentes d'un projet à l'autre, des choses qui émergent très rapidement, des choses qui demandent à être réfléchies et à trouver le bon moment aussi, trouver le bon espace pour être présenté. Des travaux qui parfois aussi ont besoin de résonner avec d'autres, qu'on a du mal à imaginer seul et qui finalement émergent et trouvent à exister quand ils sont confrontés avec d'autres dans une exposition collective. Disons que je fonctionne assez peu par série, en tout cas je pense assez peu moi-même par série, ce qui fait que même les artistes que j'invite pour des expositions personnelles, solo, souvent c'est des sortes de traversées, on va dire, dans le travail,
avec rarement des séries complètes, mais plutôt de voir comment tout un travail s'articule autour de différents projets. Donc évidemment, il y a différentes séries qui peuvent entrer en ligne de compte, mais pas. Ça m'intéresse assez peu de montrer en fait comme ça une série, un bloc d'images un peu décontextualisé d'une pratique plus globale. Et même dans les expositions collectives, en règle générale, c'est des présentations comme ça qui sont plus larges. Donc ça rejoint cette question de la série, mais en la prenant un petit peu à l'envers. Je m'intéresse beaucoup en fait à des photographes qui ont souvent des pratiques, je sais pas exactement comment le qualifier, mais on va dire un ensemble, des ensembles qui sont alimentés en fait pendant des années et qui d'un coup émergent et prennent une forme. Et moi cette question du travail sur le très long cours, sur des images qui sont toujours là, qui sont latentes et qui finissent par trouver une forme, que ce soit une forme exposée, une forme de livre, une forme d'installation. C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Depuis mes recherches, en fait, universitaires, je travaillais déjà sur ces questions-là. Et c'est quelque chose que, sans forcément le chercher, intuitivement, je vais quand même vers ce type d'artiste. Donc ça peut prendre des formes très différentes dans ce qui va être montré ensuite aux visiteurs. Mais ce point de départ de cette pensée de l'image comme un groupe d'images qui n'est pas figé, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, porte un petit peu toute ma programmation. Dans tous les cas, dans la programmation, moi, j'essaye de garder une forme de diversité et un rythme entre des expositions collectives et des expositions personnelles, des artistes qui sont déjà très reconnus, dont j'essaye d'explorer des facettes qui peuvent être un peu moins connues justement de leurs travaux. Beaucoup de jeunes artistes aussi. C'est important d'avoir des espaces pour que il y ait un soutien à la jeune création qui puisse se faire. On a l'avantage à l'imagerie d'avoir des grands espaces et c'est pas toujours évident pour des jeunes artistes d'avoir accès à des grands espaces. Donc ça permet ça aussi, c'est souvent la première grande exposition de certains des photographes qu'on expose. C'était le calendrier de Lucas Léglise, par exemple, qui avait déjà exposé dans pas mal d'endroits différents. Et c'était sa première vraiment grande exposition, se confronter à un peu plus de 400 mètres carrés d'exposition. Donc, des choses qui peuvent faire peur, mais en tout cas, c'est l'occasion d'expérimenter des choses. Et aussi une diversité géographique, ça c'est important. Donc, il y a à la fois un soutien à la photographie nationale ou même des fois régionale. On travaille aussi avec des photographes qui sont installés sur le territoire. Alors ça peut être pour des expositions, mais ça peut être pour des temps de création, de temps de résidence assez courtes, où on peut proposer un accompagnement en fait, qui peut être technique ou qui peut être aussi critique, avec des rendez-vous qu'on peut organiser aussi avec d'autres commissaires d'exposition, avec d'autres artistes pour pouvoir discuter du travail. Et de travailler aussi avec des photographes internationaux qui sont pas ou peu montrés en France, de pouvoir être une sorte de caisse de résonance de leurs travaux en France. C'est aussi important pour moi, en tout cas quand je crée la programmation. Mais je pense que même au-delà de la programmation, comme tu le dis très bien, on est aussi tenu je pense qu'on a aussi cette mission d'accompagnement. Je pense que c'est vraiment, tu as entièrement raison. On est surtout pour les artistes qui arrivent qui se professionnalisent de plus en plus. On a vraiment cette mission-là. Donc c'est le cas des résidences où on expérimente aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'au sein du réseau dans lequel nous sommes membres, au sein du réseau diagonal, il y a aussi un réseau permet aussi ça. Un réseau de structure, de diffusion permet aussi ça. C'est de confronter aussi, de montrer des gens pour qui on a eu un coup de cœur, par exemple, ou qu'on souhaite accompagner, mais peut-être à plusieurs. Le réseau permet aussi à la fois de coproduire, mais aussi au-delà de la coproduction et des économies qui peuvent en résulter, c'est surtout accompagner et permettre
la diffusion plusieurs fois, partout en France, d'un ou plusieurs artistes. Donc ça, c'est aussi un réseau est aussi important dans le cadre de la programmation et l'accompagnement. Le réseau, comme tu le dis, permet de travailler sous cette forme de répétition, presque d'écho en fait, de réussir à diffuser plus largement le travail des photographes, et aussi un travail de découverte aussi, parce que on peut pas forcément tout voir, on peut pas être au courant de tout ce qui se passe. Le fait de travailler en réseau, ça permet aussi d'avoir finalement plus facilement accès à ce qui se passe dans les structures qui sont dans le réseau, de mieux connaître ce que eux font et ce que font les artistes. Et c'est vrai que pour moi en tout cas, c'est un très bon moyen en fait de connaître des fois tout un pan de la scène photographique auquel j'aurais pas accès simplement parce que c'est des artistes qui par exemple sont pas dans le type de lieu dans lequel je vais, sont pas dans les revues que je vais voir, et donc ça permet quand même ça. C'est logique de faire réseau. Et avec le réseau Diagonale, dont à la fois le lieu, l'imagerie et le carré d'art font partie, il y a eu l'année dernière, en début 2023, un projet de soutien à la photographie ukrainienne suite à l'invasion russe en 2022. Et il y a eu beaucoup d'événements coproduits ou faits en solo, mais je crois 13 ou 14 expositions au sein du réseau à se créer avec des photographes ukrainiens et ukrainiennes. Et je me suis associé avec Stimultania à Strasbourg et le Centre Plotkin à Nantes, et on a pu monter un projet d'une exposition collective de 7 photographes ukrainiennes. Et certains d'entre elles ont pu venir, des gens qui étaient pourtant bloqués en Ukraine, et ça a été une rencontre incroyable, vraiment incroyable. C'était un moment extrêmement fort qui a marqué forcément l'histoire du carré d'art. Donc la collection de l'imagerie, elle a un peu plus de 40 ans, elle a été initiée en 83, avec dès le départ en fait un budget d'acquisition qui était à peu près le même pour chaque exposition, qui correspondait à peu près à un tirage, des fois 2 quand c'est des plus petits formats suivant les artistes, avec au fur et à mesure un budget qui augmente, surtout quand l'imagerie commence par passer par des galeries pour organiser des expositions où là les tarifs sont souvent plus élevés. Donc il y a une sorte de rééquilibrage qui se fait sur l'année en fait. Mais des acquisitions qui sont très nombreuses au début et qui diminuent au fur et à mesure aussi du fait que tout ce champ de la photographie se professionnalise, que les photographies deviennent beaucoup plus chères que ce qu'elles ont pu être dans les années 80. Donc il y a de moins en moins d'acquisitions, mais des acquisitions qui sont aussi plus réfléchies, pour essayer de trouver là aussi une forme de cohérence entre ce qui se trouve déjà dans la collection et ce dont on va faire l'acquisition. Donc c'est principalement des achats, même s'il y a aussi eu des dons, souvent des photographes qui étaient ravis de l'accueil à Lannion et qui ont laissé un tirage, ou alors 2 tirages qui étaient achetés, et puis 2 autres tirages qui étaient offerts par le photographe en plus. Ce qui fait qu'on a aussi, pour certains photographes, des ensembles. On n'a pas forcément une seule image, mais on peut en avoir 3, 5, des fois beaucoup plus. Il y a quelques portfolios qui ont pu être achetés aussi. Donc c'est le cas du japonais Sugimoto, où on a une 50aine d'images. Dans l'exposition ici à Lorient, il y a toute une série d'images de Laurent Millet, donc c'est pareil, il y a eu un portfolio qui a été acheté, qui doit comprendre, de mémoire, je crois que c'est 42 images. Pour arriver maintenant à un total de à peu près 850 tirages qui sont inventoriés depuis peu, mais donc on a eu 850 entrées dans l'inventaire de la collection d'imagerie. La collection du carré d'art, il y a eu quelques dons, faut pas se le cacher, il y a eu quelques dons faits avant que j'arrive, parce que la galerie existe depuis 91, et exclusivement photographique depuis 97. Et moi, je suis arrivé en 98. Donc, il y a eu des dons, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de budget du tout de prévu
avant. Et depuis 98, il y a vraiment un budget qui a été décidé et reconduit. Et jusqu'à encore aujourd'hui, on achète régulièrement à chaque exposition un tirage, lors de chaque exposition. Et alors, quand on a peu d'images, on est tenté d'essayer d'avoir la diversité. Et du coup, très tôt, enfin, il y a 25 ans, on faisait attention à ce qu'il y avait déjà dans la collection pour essayer si on avait trop de paysages, on prenait du portrait, ou si on avait trop de portraits, on prenait plus de paysages, ou de la nature morte. Enfin, essayer d'avoir une grande diversité, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, pour revenir aussi la façon dont se choisissent les images que l'on garde dans la collection, il faut savoir que dans l'histoire du carré d'art, c'était les conseillers artistiques qui choisissaient, outre de faire la programmation des expositions, choisissaient aussi l'image qu'on allait garder au sein de la collection. Et puis, depuis quelques années maintenant, il y a un comité de sélection, d'acquisition, qui réunit des élus, des personnes, je dirais, de la société civile, des habitants de la ville de Char-de-Bretagne qui fréquentent régulièrement le centre culturel. Il y a des professionnels de la culture, donc il y a ma directrice du centre culturel, il y a moi, il y a des représentants de la photographie amateur, du photoclub de Char-de-Bretagne. Donc on se réunit à 8-9 personnes, et à chaque exposition, en fin d'exposition, on décide, lors d'un comité, au sein de l'exposition, parmi toutes les images, on choisit avec une méthode assez rigoureuse de sélection. Voilà. Donc maintenant, elle se fait beaucoup plus ouvertement et plus collégialement qu'avant. Donc c'est en plus l'occasion de débats et d'avis, d'opinions qui sont très très intéressants. Le choix des images déjà, comment se fait le choix d'une image au sein d'une collection, enfin pour une collection. Alors nous en plus, un achat d'image est décidé déjà par une exposition. Et quand on a une exposition de 30-40 photos, c'est difficile de choisir une image. Donc il y a un cahier des charges qui généralement il faut penser, donc c'est pas un cahier des charges, mais disons c'est plus une mise en garde auprès de toutes les personnes qui sont dans ce comité de sélection, de réfléchir à une image qui soit à la fois, faut pas que ce soit une image qui aille à l'encontre de la démarche, parce que parfois dans une série, il y a une image qui sort un petit peu du lot, donc faut essayer de faire en sorte que l'image non pas représente l'ensemble du travail, mais que soit quand même assez significative de la démarche de l'artiste, que ça soit une image reproductible, enfin reproductible, bien sûr ça l'est, mais faut qu'elle soit lisible. Si c'est une image trop foncée, trop claire, c'est un peu très compliqué, enfin parfois un peu compliqué de la reproduire. Et donc c'est un sacré pari parfois. On se fait un peu de mal. Mais on n'a plus d'achat systématique comme on pouvait avoir à une certaine époque, où c'était vraiment au moins un tirage acheté à la fin de chaque expo, et où à l'époque c'était les bénévoles en fait qui choisissaient. Donc il y avait souvent un temps, soit au tout début de l'exposition, soit à la toute fin, où tous les bénévoles se retrouvaient, faisaient un petit tour de l'exposition et mettaient dans une petite urne un numéro, et après dépouillement, c'était l'image qui était choisie. Et ce qui a aussi donné lieu à des choix qui étaient parfois justement des images assez peu représentatives du travail, ou des images vraiment iconiques de certains artistes qui auraient pu rentrer dans la collection, parce qu'elles étaient exposées et elles auraient pu être achetées. Et finalement, c'est d'autres images qui sont des fois plus ordinaires qui ont été choisies. Et donc maintenant, il y a plus cet achat systématique. C'est surtout des achats liés soit à de la nouvelle production que l'imagerie a produite, ou des choses liées à le travail de résidence, où là on achète plus facilement ces œuvres-ci, aussi pour des questions de budget en fait, où là maintenant c'est très variable, hein, ça dépend des formats, et puis ça dépend des supports, mais on peut acheter à peu près on va dire 5 tirages, on va dire en moyenne par an, là où dans les années 90 il pouvait y avoir une trentaine de tirages qui entraient dans la collection. Donc c'est sûr que là les choix se font plus de toute la même manière.
Au Carré d'Art, aujourd'hui, on a 150 photos, 150 photographies réunissant 110, 115 auteurs différents, auteurs, autrices différents. Puisqu'il y a eu effectivement des gens quelques artistes qui ont donné une ou deux photos en plus, et puis des gens qui avaient aussi exposé plusieurs fois. Et puis, alors cette collection, depuis le début, j'essaye de la montrer. Alors c'est pas forcément facile parce que les lieux de diffusion il n'y en a pas non plus beaucoup. Alors moi je sais que j'utilise beaucoup dans le cadre des ateliers que je mène avec soit des enfants ou des adultes, mais je vais toujours en extraire quelques-unes si on travaille sur un thème particulier, voilà, la collection est suffisamment dense maintenant pour pouvoir choisir des thèmes. Et puis il y a des prêts très assez régulièrement, une à 3 fois par an, dans les galeries pédagogiques d'établissements scolaires, donc dans les collèges et lycées, quand il y a des lieux dédiés aux expositions. Et puis tous les 2 ans, on monte une exposition une douzaine de photos, entre 12 et 15 photos. Généralement, c'est parmi les dernières acquisitions. Donc on fait des reproductions pour l'extérieur, donc sur grand panneau d'Ibon qu'on montre dans l'espace public de la ville de Char-de-Bretagne. Et ça a lieu d'ailleurs cet été. Là, il y a 12 photos qui sont montrées, qui réunissent 12 photographies. Voilà, dans l'espace public devant la mairie, donc c'est pas du tout dans le même lieu que le centre culturel qui est un peu excentré. Donc, ce qui permet à la fois de faire venir dans le centre-ville les activités du Carré d'Art. Comme c'est une collection publique, on se doit aussi de faire comprendre aux gens que c'est aussi leur collection. Voilà, donc c'est aussi une manière de leur montrer ça. Et puis bien sûr, il y a cette exposition grâce à Émilie et puis au lieu de montrer et d'avoir cette très bonne idée de confronter nos deux collections à l'imagerie et au Carré d'Art de façon, je trouve, vraiment très très chouette. La collection de l'imagerie, en fait, pendant très longtemps, elle circulait assez peu, dans le sens où elle était bien conservée, mais assez peu connue, même des personnes qui étaient à l'imagerie. Donc il y avait quelques images qui sortaient très régulièrement pour des projets, surtout pour des projets pédagogiques. Il y a eu quelques petites expositions liées à la collection dans les murs de l'imagerie, mais c'était souvent les mêmes images qui ressortaient. Et il y a eu un gros travail d'inventaire qui a été initié il y a 2 ans, qui a permis de vraiment établir la liste de tout ce qu'il y avait dans la collection, de mieux la connaître. Donc ça a donné lieu à une exposition l'an dernier dans les murs de l'imagerie, qui montrait certains des chefs-d'œuvre qui étaient en réserve depuis 30 ans ou 40 ans quasiment. Et donc on est en train de numériser la collection et de la mettre en ligne sur le site de l'imagerie pour justement qu'elle devienne accessible depuis l'extérieur. Et on va essayer de multiplier justement les occasions de montrer la collection. Donc on l'a montré à Morlaix l'année dernière par le biais d'une exposition réalisée par les Moyens du Bord, le Centre d'art et Moyens du Bord. C'est à nouveau ici, alors une très bonne occasion de la montrer, de la faire circuler et de la montrer à un autre public sur le territoire breton. Et on a constitué depuis l'année dernière une sorte de petite annexe à la collection pour un projet hors les murs qui s'appelle Les Rayons, donc des œuvres qui ont été acquises spécialement pour le projet, une vingtaine d'œuvres à peu près, qui circulent sur le territoire chaque mois, en fait, ça change de lieu, avec l'idée qu'à la fin de l'année, ces œuvres en fait reviennent à Lannion et intègrent définitivement la collection. Donc, c'est une autre manière d'enrichir aussi la collection. Donc c'est un projet qu'on mène sur 3 ans, avec une vingtaine d'œuvres qui sont achetées chaque année pendant 3 ans. Et l'avantage de travailler au Carré d'Art dans un seul endroit depuis 26 ans, donc j'ai pu voir quelques évolutions, à commencer par la forme des expositions, au-delà de ce qu'on y expose sur le fond, mais sur la forme, ça a quand même beaucoup évolué, que ce soit sur la question de support. On a beaucoup plus exploré depuis 15-20 ans d'autres formes d'images, que ce soit la vidéo, mais aussi travailler avec le son, l'écriture. Donc ça, c'est une évolution qu'on a vue un peu partout. Et après, la façon de présenter des images, sur
le tirage encadré qui peut être tout à fait efficace encore aujourd'hui. Ça a été aussi dépassé parce qu'on voit beaucoup plus de très grands formats, on voit des collages, des accrochages, et puis même techniquement les supports ont aussi changé. Après, sur le fond, il y a 26 ans, on exposait quasiment exclusivement de la photographie en noir et blanc. Donc la couleur est arrivée très vite dans les années 2000, et puis, enfin en tout cas chez nous, pour devenir majoritaire. Et c'est pour ça que j'ai même beaucoup de nostalgie à réexposer de la photographie noir et blanc, parce que je me dis qu'on en voit plus beaucoup. Et ça me fait toujours plaisir de redécouvrir du noir et blanc. Moi, j'ai moins d'expérience que toi sur la programmation, mais par contre, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps dans les archives, soit les archives de l'imagerie ou les archives d'autres lieux où j'ai pu travailler. Et on voit qu'il y a quand même une grosse évolution qui est liée déjà à la professionnalisation, en fait, et des artistes et des équipes. L'imagerie, par exemple, pendant très longtemps, il y avait uniquement des bénévoles. Ensuite, l'arrivée d'une équipe salariée, mais avec toujours beaucoup de bénévoles. Et là, maintenant, les bénévoles sont de moins en moins présents, en tout cas sur toute la partie qui concerne la programmation des expositions. Et on voit que les façons de travailler sont plus les mêmes. C'est beaucoup moins amateur, même chez les artistes, où on voit dans les courriers des années 80 ou 90 les artistes qui annoncent qu'ils vont arriver 2 jours avant le vernissage avec une pochette avec tous les tirages, et puis on verra une fois sur place qu'on va exposer, comment on va trouver, quel cadre on va mettre, et puis c'est des choses qui maintenant sont plus envisageables en fait, parce que les fonctionnements sont plus les mêmes. Pour poursuivre ce que tu disais autour de la professionnalisation de nos activités, ça va de pair avec le budget, où effectivement, si on parle des collections, il y avait beaucoup de dons à l'époque, qui étaient tacites, on se disait à peine, mais voilà, on gardait. Soit les photographes de leur propre fait laissaient quelques tirages, ou sans le dire, il y a d'autres lieux, pas chez nous, mais en tout cas, il y a d'autres lieux, je sais que ça se faisait, où c'était compris quasiment dans l'exposition, on gardait des tirages. Bon, heureusement, ça se fait plus maintenant, j'espère que ça se fait plus, enfin pas comme ça en tout cas, qu'il y a vraiment des budgets dédiés à ça. Donc au-delà effectivement des méthodes, il y a le budget, je pense, qui compte beaucoup, bien sûr. Il y a aussi la question, je pense, de la féminisation de la profession, où déjà dans les équipes, on voit bien que depuis 10 ans, 15 ans en tout cas, c'est la profession, enfin tous les postes, les différents postes, se féminisent de plus en plus, même si on n'est pas très représentatif de ça ici. Et au niveau de la programmation aussi. Si on revient sur la programmation, donc on trouve des photographes femmes, même dans les années 80, ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, en termes de proportion, c'est incomparable avec aujourd'hui, où il y a quand même une présence des femmes beaucoup plus importante dans la programmation. Donc c'est le cas de toute façon pour nos 2 lieux, mais je pense de manière très générale, pendant très longtemps, le milieu de la photographie était quand même un milieu extrêmement masculin. Il l'est encore beaucoup, mais ça tente à changer, heureusement. Et particulièrement, je pense, chez les jeunes générations, ou chez des personnes qui sont diplômées depuis, on va dire, une dizaine d'années, je pense, ont plus facilement accès à des expositions, des résidences que leurs homologues 30 ans auparavant, par exemple. Le fait de travailler en réseau, c'est vraiment presque un outil en fait, un outil de travail vraiment très important, au-delà évidemment de la question des échanges et des rencontres, qui est centrale dans le réseau, mais c'est aussi un point d'appui très important, d'autant plus que on est tous dans des structures où on est assez peu nombreux. Si on compare avec d'autres structures culturelles, que ce soit les musées, les théâtres, où il y a des équipes beaucoup plus fournies, ça permet de rompre une forme d'isolement ou d'autonomie presque forcée en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'appui du réseau
est vraiment précieux. On se sent un peu moins seul parfois. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Et ça va aussi dans le cadre de la professionnalisation de nos structures, de nos équipes. Et on a un vrai soutien. Et puis c'est un maillage géographique assez étendu dans tout l'Hexagone.